partir avant d'atteindre ce point de non-retour, tout en sachant que l'État leur garantit un filet de sécurité pour mieux se reconstruire et rebondir. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La discussion générale est close et je donne la parole à Monsieur Ruffin, le rapporteur de la commission. Alors, Karl Kraus disait « Plus on regarde un mot de près, plus il vous le regarde de loin ». Et c'est un peu la méthode qui est choisie en se demandant finalement quelle est la définition, est-ce que c'est bien ci, c'est bien ça, il y a des contours mouvants, c'est flottant. On nous parle là, on nous dit il y a des raisons personnelles. C'est multifactoriel, voire il faudrait un consensus ou de l'unanimité. Ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que aucune inscription dans le tableau des maladies professionnelles ne s'est faite avec du consensus ou ne s'est faite à l'unanimité. La silicose, l'entrée de la silicose dans le tableau, ça a été l'objet d'une lutte. Et ça a été d'abord un refus du patronat et avec des porte-voix de ce patronat aussi dans cet hémicycle. Sur l'amiante, le patronat a freiné des cas de fer pendant des décennies et avec des appuis aussi dans les gouvernements et dans cette assemblée. Sur le plomb, il en a été de même. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on est venu dire? On est venu dire oui, mais c'est multifactoriel. Quelle est l'hygiène des salariés? Ils ne réagissent pas tous de la même manière. Donc de toute façon, cet argument de c'est multifactoriel, on l'entend en permanence. La lombalgie, par exemple, elle se trouve dans le tableau des maladies professionnelles. Mais la lombalgie, elle peut être due aux charges trop lourdes que porte un salarié dans le cadre de son travail, mais elle peut très bien être due aussi au fait que le salarié joue le dimanche, au tennis, par exemple. Et néanmoins, la lombalgie se trouve dans le tableau des maladies professionnelles. Eh bien, je vous le dis, il y a une lutte qui est engagée. 100 fois sur le métier, Pénélope a remis son ouvrage. Eh bien, la lutte, elle se déroule par des rapports. C'était le rapport Sebaoun, ça a été la proposition de Benoît Hamon. C'est aujourd'hui la proposition que nous portons avec le groupe France Insoumise. Et il est évident qu'on n'a jamais cru que ces partis-là, qui veulent faire payer le patronat, un patronat qui est la seule organisation qui a refusé de se présenter à nos auditions. Il est évident que nous n'avons jamais cru que ça serait une chose facile et que nous gagnerions dès aujourd'hui. C'est l'inscription dans le tableau des maladies professionnelles est toujours le fruit d'un rapport de force et d'un rapport de force dans la durée. Vous avez cité, Monsieur Castaner, le rapport de Muriel Pénicaud rendu au Premier ministre François Fillon en 2010, bien-être et efficacité au travail. D'abord, je regrette l'absence de Muriel Pénicaud puisqu'elle est intéressée à cette question. Nous aurions eu un débat sans doute nourri. Je le regrette. Je parlais tout à l'heure de négligence dans la société. Je considère que la manière dont ce dossier est traité ce matin est une négligence de la part du gouvernement. Sans vous désobliger, Monsieur Castaner, vous avez appris hier soir que vous alliez défendre la position du gouvernement sur ce dossier. Quand il y a 400 000 troubles psychiques environ par an qui sont liés au travail, je trouve que c'est une manière négligente, non pas de me traiter, je m'en fiche bien, non pas de traiter l'Assemblée, mais de considérer ce problème de société. Dans ce rapport de Muriel Pénicaud, que j'ai lu, quelle est la première proposition qui est faite? La clé de voûte, c'est celle-ci. L'implication de la direction générale et de son conseil d'administration est indispensable. Indispensable. C'est Muriel Pénicaud qui l'écrit. Mais que se passe-t-il quand la direction ne s'implique pas? Et pourquoi le ferait-elle? Quel intérêt y a-t-elle aujourd'hui? Par amour de l'humanité, on sait que c'est par philanthropie et non pas en regardant le taux de profit que sont prises au quotidien dans les entreprises les décisions des actionnaires. Donc il faut donner aujourd'hui un intérêt aux directions d'entreprise et au conseil d'administration à rendre cette implication indispensable. Il faut qu'il y ait un intérêt et c'est tout le but de notre proposition de loi qui est préventive parce qu'elle est incitative, parce que la sanction est une prévention. Moi je vous le demande. Comment vous allez convertir les grands patrons à ça? Est-ce que vous avez un vaudou spécial pour eux? Est-ce que vous allez y aller avec des incantations au dialogue social, aux facteurs humains, à la responsabilité sociale des entreprises? Parce que, chers collègues de la majorité, vous m'avez déçu. C'est encore possible. Je ne m'attendais pas à un miracle. Je ne m'attendais pas à l'adoption de ma proposition, à la reconnaissance sur le champ des troubles psychiques liés au travail, non. Mais je me disais, sur un thème aussi majeur, vous, la majorité, le gouvernement, vous aurez au moins une ou plusieurs contre-propositions, vous aurez une ou plusieurs mesures à mettre en œuvre
immédiatement. On les a entendus du côté du Parti socialiste, on les a entendus du côté du Républicain, et ce sont des mesures que moi j'approuve. La baisse du seuil pour pouvoir franchir cette première étape, mais aussi l'évaluation du coût des maladies psychiques. Vous arrivez ici, vous avez les mains vides. Tout ce que vous avez à nous proposer, c'est une mission qui rendra un rapport et d'où il sortira peut-être une idée avec une réflexion globale d'où on peut espérer, dans un avenir incertain, qu'un texte arrivera à l'Assemblée. On le sait depuis Clémenceau, on le sait que les missions sont le meilleur moyen d'enterrer les problèmes. Et c'est comme ça que vous fonctionnez, en nous disant que ce n'est pas adapté au calendrier. Chez vous, c'est toujours le 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de supprimer l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, là vous savez faire, et en urgence, et sans réclamer des rapports et des missions. Quand il s'agit de supprimer les indemnités prud'homales des salariés, de ces mêmes salariés qui d'ailleurs partent au bout du rouleau mental pour certains, c'est pareil. Ni rapport ni commission ne sont nécessaires. Quand il s'agit de supprimer les CHSCT, ces instances qui protégeaient un minimum les travailleurs, qui pouvaient émettre un droit d'alerte, vous agissez d'abord, vous effacez des décennies d'histoire sociale et vous réfléchissez après. Mais dès qu'il s'agit d'apporter une garantie à salariés, une reconnaissance à des victimes, là, aussitôt, il faut méditer longuement, il faut multiplier les rapports, il faut veiller à la concertation. Tout à l'heure, j'évoquais des pouvoirs publics complices d'un management mortifère, complices par leur passivité. Eh bien, par votre urgence à attendre, on va avoir une mission qui rendra peut-être quelque chose. Je vous le dis, je considère aujourd'hui que cette position-là est celle d'une complicité à l'égard d'un management qui produit des centaines de milliers de troubles psychiques chaque année. Je m'arrêterai là-dessus. On va venir sur la discussion concernant la motion de rejet. Mais même l'idée de présenter une motion de rejet sur un thème comme celui-là, mais comment ça vous vient à l'esprit? Comment ça vous vient à l'esprit? Je ne veux pas provoquer M. Castaner, mais il avait eu à ma place, Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe et M. Castaner avaient eu à ma place ce propos. Comme quoi, il ne faut pas critiquer les entreprises qui réussissent. Eh bien, je suis désolé, si c'est ça la position de la majorité, il faut au contraire critiquer les entreprises qui réussissent quand elles mettent à mal la santé de leurs salariés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ruffin. Bien, donc j'ai reçu de Monsieur Richard Ferrand et des membres du groupe Les Républicains En Marche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 10 du règlement. La parole est à Monsieur Guillaume Chiche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je voulais commencer, Monsieur le rapporteur, par vous remercier d'avoir mis le sujet du burn-out en lumière dans nos travaux parlementaires. Comme cela a été rappelé, souligné dans la discussion générale, le terme de burn-out est un concept mouvant, objet de nombreuses recherches et définitions qui ne font pas l'unanimité. Il caractérise l'état d'un salarié en épuisement professionnel et recouvre une grande diversité de situations vécues par des travailleurs dont toutes ont un rapport plus ou moins direct avec son activité professionnelle. À ce titre, la communauté médicale et scientifique le qualifie de syndrome pouvant mener au basculement du salarié dans la dépression ou dans toute autre forme de pathologie. Sa définition, et c'est bien là un sujet, demeure à ce jour non figée. Je voulais vous remercier également, Monsieur le rapporteur, de rappeler l'importance de ce syndrome à l'heure où, justement, l'assurance maladie présente son rapport annuel « Santé, travail, enjeux et actions » et publie des chiffres qui sont éloquents et que nous avons d'ailleurs rappelés en discussion générale. En 2016, ce sont 10 000 affections psychiques liées au travail qui ont été signalées. Quand je parle d'affections psychiques, j'inclus les risques psychosociaux qui peuvent être induits par l'activité professionnelle elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail. J'inclus également les troubles psychosociaux dont l'origine est directement liée au contexte professionnel et dont le burn-out fait partie. Ces affections psychiques représentent en 2016 1,6% des accidents du travail avec arrêt. Il est donc important d'agir en la matière et nous vous rejoignons sur ce point. Et je veux aussi souligner ici que les femmes sont les plus exposées aux affections psychiques, 60% des cas d'affections psychiques.
Bien évidemment, ça ne présume en rien une caractéristique intrinsèque des sexes, mais ça soulève d'autres enjeux et points de vigilance, notamment sur l'effacement progressif des frontières entre la vie professionnelle et privée, mais plus globalement sur la condition des femmes dans l'emploi. Il est important d'avancer sur ces questions alors que le gouvernement a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat. J'y suis particulièrement sensible et c'est notamment l'une des grandes questions que nous abordons avec mon collègue Gilles Lurton dans le cadre de la mission d'information parlementaire qui nous est confiée sur la politique familiale. Par ailleurs, je souhaite aussi rappeler la mobilisation de la majorité dans le cadre des ordonnances pour le renforcement du dialogue social en faveur du télétravail. Mais au-delà des chiffres et statistiques, ce sont des individus, des femmes, des hommes, qui sont bouleversés et brisés par des affections psychiques. Et je crois d'ailleurs pouvoir dire, comme ça a déjà été dit, que chacun de nous a connu dans son entourage, sur son lieu de travail, des personnes confrontées à de tels cas. Et j'ai la conviction que notre tâche est de permettre à chaque salarié de trouver une source d'épanouissement professionnel tout en lui permettant de mener sereinement sa vie privée. C'est en ce sens que nous sommes déterminés à agir pour une amélioration de la santé au travail, comme d'autres l'ont fait auparavant, notamment en instaurant un droit à la déconnexion. L'ensemble des éléments que nous avons évoqués jusqu'à maintenant nous montre la question qui se pose en termes de prévention et d'accompagnement du salarié, et non uniquement au travers d'une nomenclature particulière dont votre proposition de loi fait état. Parce que votre proposition de loi a pour objectif principal la création d'un tableau de maladies professionnelles permettant la reconnaissance du burn-out au sens des pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel, comme l'indique le titre de votre proposition de loi, même si j'ai bien noté dans nos travaux en commission des affaires sociales que vous aviez désiré amender votre texte pour en changer le titre, ce qui, au demeurant, ne facilite pas la clarté de nos échanges. Mais passons. Au fond, c'est d'abord le caractère indéfinissable et multifactoriel du syndrome du burn-out qui fait obstacle à son inscription au tableau des maladies professionnelles. En effet, c'est bien sa singularité qui appelle un traitement et une réparation individualisés pour chaque personne concernée. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'il est possible de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie non mentionnée dans un tableau, mais directement imputable à l'activité professionnelle de la victime, et ce, depuis le 27 janvier 1993. Dans le même cadre et la même logique, depuis la loi relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen de 2015, il est possible de reconnaître les pathologies psychiques comme maladies d'origine professionnelle hors tableau. Dans ce cas, le dossier des victimes est soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le C2RMP. Il se prononce de manière individualisée sur l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Et c'est donc un collège de praticiens qui travaille à la reconnaissance d'une pathologie psychique. Et si cette reconnaissance est conditionnée à une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%, depuis 2012, mes chers collègues, il a été demandé aux caisses d'assurance maladie d'interpréter de manière souple ce seuil de taux d'incapacité pour permettre la fixation d'un taux prévisible à la date de la demande de la reconnaissance, sans exiger que l'état de la victime soit stabilisé. Par ailleurs, depuis le décret d'application du 7 juin 2016, l'expertise médicale des C2RMP est renforcée par la possibilité de faire intervenir des médecins psychiatres lors des différentes phases de la procédure de reconnaissance. Ainsi, en 2016, ce sont près de 600 cas de pathologies psychiques reconnus en maladie professionnelle qui ont été recensés, 7 fois plus que les années précédentes, et non 200 cas, comme c'est mentionné dans la rédaction de votre proposition de loi, même si j'ai bien noté que vous aviez corrigé cette erreur dans nos travaux en commission et dans le cadre de la discussion générale. Mes chers collègues, je souhaite revenir sur l'évolution des tableaux des maladies professionnelles. Vous le savez, ces tableaux sont le fruit d'une concertation entre les partenaires sociaux, menée au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail. Et au-delà du fait que la présente proposition de loi relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif, vous nous demandez de légiférer au mépris de ce dialogue social, et c'est là que se dessine une véritable ligne de fracture entre vous et nous. Déjà en septembre dernier, la France insoumise reprochait aux syndicats et à travers eux aux travailleurs d'affaiblir son combat politique en ne se jetant pas dans la rue à son appel contre notre projet de loi de modernisation du dialogue social. Et avec cette proposition, le message devient clair. Pour la France insoumise, quand les organisations syndicales ne suivent pas, la loi doit s'imposer à elles. Eh bien, nous ne partageons pas cette démarche. Vous connaissez la primeur que nous accordons au dialogue social. Et sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, le consensus et la concertation est indispensable. Légiférer sans dialogue social tel que vous le demandez,
ce serait légiférer dans la coercition. Ce ne serait ni efficace, ni compris, ni conforme aux travaux menés par cette Assemblée et cette majorité depuis le début de cette législature. Par ailleurs, je souhaite rappeler, mes chers collègues, ce que nous avons déjà fait, et notamment la fusion des instances représentatives que nous avons votées dans le cadre des ordonnances pour le renforcement du dialogue social et qui permet aux représentants du personnel et aux syndicats d'avoir deux visions, contrairement à ce que vous nous dites. Une vision d'ensemble et une vision individualisée. Une vision d'ensemble qui permet d'appréhender l'environnement de travail et ses facteurs d'affection psychique dans sa globalité, tout en permettant un rapport de force plus favorable pour le salarié vis-à-vis de l'employeur, sans scléroser un échange entre différents IRP, mais en le regroupant au sein du comité social et économique. Aussi une vision individualisée, par le maintien des compétences des CHSCT dans le dit comité social et économique, mais surtout par des nouveaux droits en formation des représentants des salariés sur la santé au travail et la gestion de l'entreprise. Cette meilleure formation, mes chers collègues, est un moyen supplémentaire pour détecter les facteurs et les cas de victimes, troubles de psychosociaux et d'agir ainsi plus rapidement dans l'intérêt collectif. Ces droits supplémentaires, ce sont des outils indispensables pour une meilleure prise en charge du salarié afin d'assurer une prévention maximale sans tout miser sur l'aspect réparatif. Et d'ailleurs, monsieur le rapporteur, je crois que vous ne me contredirez pas si je dis qu'au travers des témoignages des personnes souffrant du syndrome de burn-out, ce qui est attendu en premier lieu, ce n'est pas l'arrêt de travail ou la réparation, parce que cela, ça intervient trop tard, quand le drame est déjà intervenu, mais c'est bien la modification des conditions de travail, la suppression des facteurs qui déclenchent ce mal-être insupportable pour permettre un maintien dans l'activité professionnelle, et c'est précisément le sens de notre démarche au-delà des éléments précédemment évoqués. C'est à ce titre que je veux souligner l'application du 3e plan en santé au travail 2016-2020, négocié lui aussi par les partenaires sociaux, et qui a pour objectif de prévenir les risques psychosociaux avec une action spécifique sur l'épuisement professionnel. Et aussi, et parce que l'exécutif gouvernemental, comme la majorité parlementaire, est mobilisé sur la question de la qualité de vie au travail, notre collègue Charlotte Lecoq s'est vue confier par les ministres du Travail Muriel Pénicaud et ministre de la Santé Agnès Buzyn une mission parlementaire sur la question de la santé au travail. La priorité de cette mission parlementaire, conduite par notre collègue aux côtés d'Henri Forest, en qualité de syndicaliste, et de Bruno Dupuis, en qualité de personnalité qualifiée, concerne le déploiement d'une action efficace en matière de prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif majeur la réduction des accidents du travail et l'amélioration des conditions de travail. Elle devra en ce sens rendre ses conclusions le 30 avril et appellera une action de notre part. Par conséquent, et pour conclure, mes chers collègues, à la lumière des éléments sur lesquels je me suis appuyé et considérant que si cette proposition de loi permet de mettre un coup de projecteur sur un sujet ô combien important, elle manque de prendre en considération 4 éléments. Les mesures qui ont été prises par notre majorité au lendemain de notre élection dans le cadre de la loi renforçant le dialogue social. Les dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent dans le cadre des C2RMP. Les mesures issues du plan santé au travail 2016-2020 qui sont en cours d'élaboration et d'application. Et enfin, les travaux parlementaires conséquents qui sont à l'œuvre au travers de la mission Lecoq. Mes chers collègues, à La République En Marche, nous avons une méthode en 2 temps. Le dialogue, la concertation, puis l'action. Ce que vous nous proposez, c'est qu'en l'absence de solutions qui vous conviennent, et bien que la France insoumise poursuive son monologue. Libre à vous, chers amis, mais sachez que ce monologue ne guidera jamais l'action de la majorité parlementaire. En somme, mes chers collègues, je veux vous dire que la majorité est mobilisée et déterminée pour vaincre le fléau du burn-out, qu'elle a déjà commencé, qu'elle continue à agir en ce moment même et qu'elle poursuivra à l'avenir sans commettre l'écueil d'une proposition de loi précipitée et inadaptée. C'est en ce sens que je vous appelle à voter favorablement la présente motion de rejet préalable. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir? Non. Monsieur Ruffin? Bon, on entend des accusations de monologue du côté de la France insoumise. Il faut dire de quel côté se trouve le monologue, de quel côté se trouve le sectarisme, de quel côté se trouve le dogmatisme. Parce que là, on a une motion de rejet. Ça veut dire que non seulement vous avez rejeté en commission, et là vous vous apprêtiez à rejeter
article après article, amendement après amendement, mais c'est maintenant, c'est ceinture et bretelles et ficelles. Il vous faut au préalable la motion de rejet, de sorte que les amendements ne puissent même pas être examinés. Et ces amendements ne sont pas inintéressants. Il y a un amendement sur la baisse du seuil pour que les gens puissent se faire reconnaître hors tableau. Eh bien, vous dites que vous êtes favorable au hors tableau, vous ne permettez même pas qu'on ait l'examen de cet amendement. Il y a du côté des Républicains un amendement sur a minima une évaluation du coût des troubles psychiques liés au travail, et vous ne permettez même pas qu'on ait, je ne dis pas même pas voter cet amendement, mais juste que cet amendement soit examiné et que la discussion ait lieu ici. Et vous voyez donc, nous sommes tout à fait capables de discuter avec les Républicains, nous sommes tout à fait capables de discuter avec la Nouvelle Gauche, et en revanche, vous continuez, vous, votre monologue. Il est urgent d'attendre tout le temps. On n'est pas surpris. Quelle est la logique que vous proposez et la logique que vous proposez depuis le début de votre mandature? C'est celle de laisser en un face-à-face mortifère employeurs et employés et de prétendre que le dialogue social va se nouer ainsi entre deux parties qui seraient égales. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans les entreprises au quotidien, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises que j'ai citées. Il y a le risque au contraire de les laisser dans un huis clos. Et nous, notre souhait, notre désir, c'est qu'il y a un tiers qui s'interpose quand une partie est malmenée. C'est ce qui a prévalu en un siècle et demi d'histoire depuis le rapport Villermé en 1841 sur le travail des enfants. À l'époque, le patronat s'oppose très fortement, avec des porte-voix dans cet hémicycle toujours, non pas seulement sur le fait qu'on puisse continuer à faire travailler les enfants, mais sur le fait que l'État commence, par ce biais-là, à mettre un petit orteil à l'intérieur de l'entreprise. Et quelle est la logique dominante de votre majorité depuis le début de la mandature? C'est de tout faire pour le retrait des tiers qui peuvent permettre d'atténuer, de servir de tampon entre deux parties inégales. C'est quoi? Eh bien, c'est d'abord, évidemment, la suppression des comités d'hygiène et de sécurité. Et je le dis, dans les cas que j'ai observés, c'est l'instance qui s'efforce à la Poste, à la Caisse d'épargne, chez Lidl, de tirer une sonnette d'alarme, une alerte, de lancer un droit d'alerte, qu'il y ait des experts qui viennent à l'intérieur de l'entreprise pour expertiser ce qui s'y passe, pour évaluer comment on pourrait modifier le management. Eh bien, cette instance, vous la supprimez. Mais c'est aussi, puisque vous la supprimez, vous réfléchissez ensuite à ce que vous pourrez faire, mais vous la supprimez. Et aujourd'hui, les syndicats ne savent pas de quels outils ils disposeront dans la suite, parce que vous êtes en train d'y réfléchir, et sans doute allez-vous lancer une mission sur le sujet. Vous nous parlez de prévention, mais au quotidien, ce sont ces tiers qui pourraient s'interposer au sein de l'entreprise. Ce sont ces tiers qui voient leurs effectifs rabotés. 595 postes ont disparu d'inspecteurs du travail depuis 2010. En 2017, 28 postes étaient ouverts, 28 postes seulement, c'est-à-dire autant que de départs à la retraite dans la seule région Grand Est. Cette inspection du travail, vous la minez, vous l'éliminez. L'ordre des médecins, la médecine du travail a perdu 1000 postes en 10 ans, passant de 6 000 médecins du travail à 5 000. Et l'écrémage devrait se poursuivre dans les années à venir par le seul effet de la démographie. On aurait pu attendre aujourd'hui une contre-proposition de vous sur l'inspection du travail, sur la médecine du travail. On n'a rien entendu. Pour l'Institut national de la recherche et de la santé, on avait auditionné Mme Valérie Langevin. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle est très préoccupée. Pourquoi? Parce que l'INRS, qui est là pour établir des normes à l'intérieur des entreprises, pour essayer de mettre en place de mesures de prévention, elle se voit couper son budget de 20% et ses effectifs de 10%. Est-ce que c'est comme ça que vous allez instaurer de la prévention dans les entreprises? Et enfin, l'assurance maladie n'est pas épargnée. Elle, pour les perdre, on a reçu Marine Janté de la branche risque de l'assurance maladie, elle pourrait perdre en 5 ans 20% de ses préventeurs, 20% des personnes qui sont chargées d'aller dans les entreprises pour mettre en place des mesures de prévention. Voilà tous les tiers que vous supprimez dans les entreprises pour
non pas établir un dialogue de force, un dialogue social qui se nourrit comme par magie, mais pour renforcer un rapport de force qui est aujourd'hui en faveur d'une seule des parties. Donc voilà, je vous remercie.